dans un protocole comme celui-là, les précautions et les mesures d'hygiène à prendre ont été différenciées pour une personne qui relèverait de mesures spécifiques Covid et pour les personnes n'en relevant pas. Pour vous, comment on peut distinguer ces deux profils-là pour ne pas faire une surconsommation des matériels de protection? Alors, les personnes qui relèvent de mesures spécifiques Covid, donc, sont les personnes qui soit présentent des symptômes d'infection à SARS-CoV-2 que sont, mais je pense que la plupart des personnes sont maintenant au courant, hein, la toux, l'essoufflement, la fièvre, les signes digestifs, comme par exemple la diarrhée, les courbatures, les myalgies. Pour les personnes plus âgées, la confusion, une modification par rapport à l'état antérieur. Tous ces symptômes-là peuvent faire évoquer une infection à SARS-CoV-2 et faire réaliser un examen diagnostique et notamment la réalisation d'une PCR, c'est-à-dire un prélèvement par un écouvillon au fond du nez, pour mettre en évidence la présence de virus. Les personnes qui présentent ces symptômes-là en attendant la réalisation de la PCR, ou les personnes qui ont eu une PCR qui retrouvait la présence de coronavirus dans leurs narines et qui sont situées à moins, pour les personnes âgées, à moins de 4 semaines du début des symptômes, ces personnes-là doivent faire l'objet de mesures particulières par les professionnels qui sont à leur contact. Après, les mesures à prendre, à prévoir sont différentes selon le type de contact. Ce n'est pas la même chose d'être avec une personne pendant une durée de 2 heures et d'être exposé à ce moment-là au risque d'être infecté pendant 2 heures. C'est pas pareil de faire de la kinésithérapie respiratoire à une personne atteinte du coronavirus que de simplement passer à distance en restant bien à 1 mètre pendant une durée très courte. Et donc, il faut à la fois adapter le matériel de protection au type de contact qu'on peut avoir avec la personne et à la présence de la symptomatologie sur un délai bien déterminé. Le protocole invite à ce que le professionnel qui va effectuer une visite à domicile prenne du coup en considération et aille chercher certaines informations, notamment pour voir l'apparition récente de symptômes qui pourraient laisser penser à l'apparition récente d'une infection Covid. Ce point-là a soulevé plusieurs questions chez nos partenaires. Est-ce que finalement, je suis légitime pour aller demander des informations à caractère médical à une personne en amont de la visite, alors que moi-même, je ne suis pas forcément personnel médical. Et puis, une deuxième dimension qui était plus une dimension peut-être de défiance. Est-ce que c'est fiable, les réponses que va m'apporter la personne ou son entourage? Voilà, je voulais vous laisser réagir. Alors, sur la question de est-ce que je suis légitime, qui est une bonne question, effectivement. Enfin, voilà, ça n'est que mon opinion, hein, mais je pense que, en tout cas, dans tout le début de la crise, les gens comprenaient bien ce type de questions. Et éventuellement le prenaient aussi comme une forme de préoccupation à leur endroit. C'est-à-dire que, y compris de gens non professionnels, mais une auxiliaire de vie qui demande à la personne qu'elle va voir est-ce que vous avez eu de la fièvre, est-ce que vous avez pris votre température. Et évidemment, pour elle, c'était éventuellement un élément d'information par rapport à comment est-ce qu'elle devait par rapport aux mesures à appliquer, mais ça pouvait être aussi comment est-ce que vous allez, est-ce que vous vous surveillez, je prends soin du fait que vous preniez soin de vous, et pour moi ça c'est du soin, et voilà, il n'y a pas besoin d'être médecin pour proposer à quelqu'un de prendre sa température, on fait ça tous les jours avec nos proches. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait dire qu'il n'a pas de fièvre s'il a de la fièvre? La seule chose que ça pose comme problème par rapport à la température notamment, c'est que il y a
quand même encore beaucoup de gens qui n'avaient pas de thermomètre chez eux, notamment parce qu'il y avait possibilité de trouver un thermomètre autour de chez soi dans un périmètre raisonnable, même déraisonnable d'ailleurs. Il y avait une rupture de stock totale de thermomètres, donc effectivement, il y a des tas de gens qui ne pouvaient pas prendre leur température. Imaginez que quelqu'un qui aurait de la fièvre dirait « je n'en ai pas », je pense que ça parle de l'angoisse qu'on peut avoir d'être contaminé, voilà, toutes les angoisses effectivement autour de la maladie et de la mort qui ont été réveillées par l'apparition de cette épidémie. Moi, ça m'a beaucoup frappé au début. J'ai pas du tout trouvé ça progressif. L'apparition de ces angoisses, j'ai trouvé ça brutal. D'un coup, j'ai vu arriver le réveil de toutes ces angoisses de maladie et de mort et de toutes les réactions que j'ai l'habitude de constater quand les gens apprennent qu'ils sont potentiellement malades. Et j'ai vu arriver ça chez tout le monde, professionnel et non professionnel d'ailleurs. Oui, c'est vrai que si on prend la question d'une visite à domicile, je dirais qu'on est quand même déjà très bien protégé. Enfin, il faut quand même se le rappeler, on est très bien protégé avec un masque chirurgical. Si le professionnel porte un masque chirurgical, il est déjà protégé, il est déjà très bien protégé si la personne qui visite porte un masque chirurgical. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je partage tout à fait l'avis du docteur Moreau, le risque qu'une personne présente des symptômes de coronavirus et qu'il soit très contagieux, qu'il ait une toux qu'il cacherait ou une fièvre ou enfin voilà des signes de début d'infection au moment où les personnes sont le plus contagieuses, ce risque-là me semble très faible. Après, on ne peut jamais dire qu'il est nul, mais il me semble quand même très faible. Après, sur la légitimité des professionnels, je pense que c'est important de décloisonner un petit peu ce qui est la légitimité, de sortir un petit peu de alors le médecin il a le droit de poser ces questions-là, moi j'ai le droit de poser ces questions-là, et l'infirmière a le droit de poser ces questions-là, l'auxiliaire de vie ces questions-là. Ce qui compte, c'est pas tant de poser la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière, quel accompagnement on peut proposer derrière en lien notamment avec les professionnels de santé ad hoc. Je pense que c'est très bien, à mon sens, qu'une auxiliaire de vie, si on prend l'exemple d'une auxiliaire de vie, pose des questions sur l'état de santé de la personne. Après, c'est important qu'elle puisse prendre cette responsabilité-là derrière, de faire le lien avec les professionnels qui pourront derrière étayer les éléments qu'elle aura pu recueillir à domicile. Et ça pose encore la question du décloisonnement entre les professionnels de différents métiers. Et je pense que peut-être que si l'auxiliaire de vie ne se sent pas légitime à poser cette question-là, c'est que peut-être ce tuyau de raccordement entre elle et le professionnel de santé, infirmier ou médecin, n'est pas suffisamment fort pour qu'elle puisse se sentir rassurée dans son interrogatoire et dans son questionnement qui est pourtant nécessaire à sa propre protection. Je vais revenir aussi sur la question est-ce qu'une aide à domicile peut demander en arrivant à la personne qu'elle accompagne si elle a de la température et est-ce qu'il faut qu'elle croie sa réponse. Je vais prendre un petit détour. Il y a une série télévisée bien connue qui s'appelle Dr House, qui met en scène un médecin un peu cynique qui fait du diagnostic différentiel. Le sous-titre de la série, c'est Everybody Lies, ce qui en anglais peut s'entendre de deux façons, c'est tout le monde ment, ou Everybody Lies, c'est tous les corps mentent, et là c'est le problème de House comme faiseur du diagnostic, c'est que le corps envoie des signaux qui ne mettent pas d'abord sur la piste du bon diagnostic. Mais Everybody Lies, ça nous rappelle quand même que les rapports humains sont pas faits que de transparence et de pureté, et qu'on est obligé de faire confiance à autrui, même si on sait que de temps en temps, il nous arrive de ne pas toujours dire exactement toute la vérité à tous nos interlocuteurs, et donc ça fait quand même partie des relations humaines normales que la plupart du temps on puisse faire confiance à ce qui nous est dit, et que dans certaines circonstances on ne nous dit pas la vérité. Mais je pense que ça fait
ça ne fait pas exception dans cette situation. La deuxième, est-ce que quand on est un professionnel du médico-social ou du social, on peut poser des questions sur la santé? C'est vraiment intéressant comme question parce que on est très sensible habituellement au fait qu'il y a des données personnelles, des données sensibles, et les données médicales font partie de ces données sensibles. Et donc, notamment quand on bâtit, par exemple, des logiciels de partage d'informations, on est très vigilant à ce qu'il y ait des, des, des informations à qui certains professionnels pourront avoir accès et pas d'autres. En même temps, si on renverse le questionnement ici, est-ce que l'aide-soignante ou est-ce que l'aide à domicile, pardon, peut demander ce type d'informations? C'est un peu comme si on disait: est-ce que les professionnels du médico-social peuvent se désintéresser totalement des questions de santé? Et si vous renversez la question, on n'aime pas en général on n'arrête pas de répéter que les médecins, les professionnels de santé devraient prendre le patient, devraient le considérer de manière globale, comme un tout, avec comme un individu porteur d'un problème de santé, mais aussi comme un individu avec des attachements, des valeurs, des liens sociaux, une vie à côté de ces professionnels de ces problèmes de santé. Et donc, si je trouve que l'auxiliaire de vie qui se désintéresserait complètement de la situation de santé de la personne, elle serait un peu dans la même situation que le médecin ou le professionnel de santé qui se désintéresserait de tous les aspects non médicaux. Donc, on a quand même besoin, le mot de décloisonnement a été posé. Je pense que cette question de la légitimité à intervenir, c'est bon signe que cette question se pose, je trouve, parce que ça veut dire qu'on finit par intégrer qu'il y a des données sensibles et qu'on n'est pas tous censés avoir accès à toutes ces données. Et pour autant, je pense que faudrait pas tomber dans l'excès inverse qui consisterait à saucissonner les informations concernant le patient et à reproduire dans ce champ-là un cloisonnement dont on sait tout ce qu'il peut avoir de pernicieux par ailleurs.